we are more than happy to welcome you. On est extrêmement honoré de vous accueillir et on va commencer à parler de la task force climat mise en place par CGLU Afrique et aussi d'autres initiatives qui peuvent contribuer à la territorialisation des contributions déterminées au niveau national. Alors beaucoup de personnes en parlent, vous le savez, c'est un enjeu majeur dans les négociations, mais pour le coup, ici on a autour de la table des acteurs qui sont en train de mettre en place des actions de terrain au plus près de la réalité des élus par rapport aux enjeux de cette territorialisation. So I will give the floor first to our champion, the climate, the COP24 champion, Mr. Thomas Stroepsro. Sorry if I pronounce wrong, Thomas, and the floor is yours. Okay, thank you very much. I'm really honored to be here on the invitation of United Cities and Local Governments of Africa. It's very important that this agenda, climate agenda, becomes the agenda of cities and regions. Cities and regions play extremely important role because these are those areas, those authorities, those places where real people have to tackle real problems. It's not theoretical there, it is real. If there is a drought, city has no access to water. Cape Town experienced it. If there is too much rain, streets get flooded. If this is heat wave, people have to be assisted somehow. City has to respond. And city is the key decision maker when we come to investments, when we come to construction, when we come to planning, spatial planning. And spatial planning is the key action in the area of land use. And we all know very well that land use itself could be the source of additional pressure on environment, but could also be part of the solution, as the capacity of biosystems, both forests and arable land, the capacity of soils, is sufficient to capture up to 30% of our emissions. Some say that even more. So we have extremely important social role of cities, extremely important role in spatial planning, an extremely important role in guiding investments, in distributing land to new owners and tenants. And these are all components of transition that needs to happen in order to change our economy, global economy, and global society into carbon neutral or climate neutral society where emissions and sinks get balanced. There are four components of climate system. Convention is very clear about it. It's atmosphere, biosphere, hydrosphere, and geosphere. And the interrelations between those components. So together, they are our climate system. So whatever distortion happens to hydrosphere, to geosphere, to atmosphere, this distortion gets reflected in climate. And what we have now as climate change is the result of too many distortions and too many imbalances between the components. So we have to start bringing back this balance. And again,
cities are on the forefront of the work, of the action that needs to take place in order to start recovering balance between man and earth, balance between earth and water, balance between emissions and capacity of environment to absorb them, balance between biodiversity and fertility of soil. Transition is what we need to do. This is what Paris Agreement clearly determined. Carbon neutrality in the second half of this century. Probably better to do it by the mid-century. What is needed? Of course, we need innovation. We need technological innovation, but we also need innovative approach. We need better management. We need stronger legal system that would impose certain obligations on both authorities and people, on businesses. And we need innovation in how we organize the society, what kind of public transport we are offering, whether we kind of keep continuing with the development patterns that were probably innovative in early 30s or 50s, but may need to be replaced by the solutions that would leapfrog from where we are now to the new world. So innovation is one of the preconditions of this transition. We have the global problem. We have the problem that cannot be tackled by one nation or one region alone. It's the collaboration between all regions, all governments, all sectors of economy that will be conducive to helping the change. The change is what we need, and collaboration is the only way to make this change palatable for people, to make this change taking into account social needs, so that would be a just transition, just change. And only in dialogue, in collaboration, we can assess whether it's just or not, and develop the necessary tools that would help in making it possible, the tools that would help people to learn, to get trained in new professions, the tools that will help entrepreneurs to create new jobs, possibly green jobs, the tools that would help in distributing knowledge. How to do it? How to do it? Well, the best way to do it is to make it profitable, because then the communication is clear. It's good to do it because that will help you to save money, they will help you to spend less money. And if you are the investor, if you are the entrepreneur, that will help your investment to be profitable. If you invest in what is profitable, you are a good businessman. If you buy the products that will reduce your cost of life, you are a wise person, because you are looking beyond very short-term perspective. And that applies to both mitigation and adaptation. That applies to both actions. We need to adapt to lay the foundations for good investments. We need to adapt because this is what makes
climate-related risks lower, or at least manageable. If we can manage risks, then it is possible to develop some bankable projects. Well, it's probably just the beginning of conversation, what is happening here at this COP. It's just the beginning of the conversation, what has happened in Marrakesh 2 weeks ago. But the declaration of Marrakesh and these decisions that the mayors of Africa has taken there, these are the very good foundation for development. These are the very good foundation for collaboration, for sharing innovative solutions, and for making sure that these solutions are going to be profitable, both long-term and short-term. So what we have to do now is just to implement. So let's do it. Thank you. Thank you, Thomas. I know you will have to run, so I don't know if you have some time to. Yes. Okay, whatever. So thank you, and Unless there are some questions, or I can well, maybe if you want to have one or two questions, because the champion will have to leave, and after we pursue the agenda. Vous pouvez poser les questions en français ou en anglais, il n'y a aucun problème, et on adaptera. Je crois que d'ailleurs Thomas comprend le français un peu. Okay, so thank you so much. Thank you very much. Thank you. So I'm more than happy now to give the floor to Mr. Jean-Pierre Elombassi, General Secretary of UCLGA. And Jean-Pierre. Well, thank you very much for attending this event. The champion just mentioned the meeting we had 10 days ago in Marrakesh, Morocco. At the Africity Summit, we organized a climate day during this Africity Summit, and we adopted the declaration on climate. What I wanted to insist on is that at the Africity Summit, the theme was the transition towards sustainable or to sustainable cities and territories, the role of local governments, the role of subnational and local governments. And we said, and this is very important, I think it is important to understand clearly what we try to send as a message. We said the transition has at least 5 dimensions that are intertwined. You got the demographic transition, you've got the ecological transition, you got the economic and social transition, the political and democratic transition, and the scientific, technological, and communicational transition. You cannot have impact on one dimension if you don't cover the other dimension. And what appears in all that we do is that we are so used to silo work because our ministries, our national government, are organized following line ministries. So because of that, we enter into a transition in one dimension and we stick on this dimension. And at the end, we see people from the GCF not talking to people of the GEF, not talking to people of
the other dimension because they are in the line ministries, and the interaction between the department is so difficult. What we send as a message is that if you want coordination, go local. It's only at the local level that, because this is the landing sphere of any policy, that you can have a comprehensive approach. The mathematicians say a topological approach compared to the topographical approach of the line ministries. This is not to oppose the efficiency of sector to the impact of the territorial, but to align the two. And this is why we are calling for more inclusion of the local and subnational government into the climate action. And that is why one of the outcomes of Marrakesh is to call an appeal for national government to reconsider the way they include the subnational and local government in the implementation of the NDCs. And we go even further to say, because we're heading towards the revision of the NDCs, why not take advantage of this revision to start from the bottom up with the definition of LDCs that will then lead to a definition of comprehensive and really own NDCs, because we all know how the first NDCs were established, and what we would need now to do is to build a real own process of NDCs that then will come from the people and gradually build on the national policies and the national development plans of each country. So this is what we table to the high-level event here, and we have a declaration and a statement that we did. And we think it is very important to consider building a readiness program for local government to be participating into the implementation of the climate agenda and the NDCs. And therefore, we need also that there be a window for local government to access funding to get this capacity to implement the NDCs. And unless local government and subnational government are part of the NDCs, they will not be implemented. And unless they are embarked in this endeavor, we will not raise the ambition. And we know what the IPCC expert just told us, that the addition of the NDCs as they are still lead to +3 degrees, which is far above the ceiling of 2 degrees that are a tipping point to miss the capacity to master the climate impact. So my call is for you to advocate with us on the inclusion of a local and subnational dimension to the NDCs, on the territorialization or localization of the NDCs, and even for the call for local government to determine, locally determined contribution to build into the revision of the NDCs. Thank you very much. Thank you, Jean-Pierre, for your inspiring statement. And you drive us about the vision.
So now I give the floor to, we don't have the chance to have Céline Afo. You all know about him. He's co-chairing the negotiations, so somewhere he's very busy today, so sorry for him. He was supposed to be with us. And I give also the voice to Mr. Mohamed Sefiani, which is co-president, sorry for that, co-president of the ULCGA Task Force on Climate Change. Thank you. Thank you very much, Stéphane. I think I can switch to the French, yes. Donc, je vais parler français. Comme a dit M. Jean-Pierre Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique, je crois qu'il est temps que les villes et les territoires prennent leur vraie place dans cet écosystème de climat. Pourquoi je dis ça et je commence par ça? Parce que on se rappelle, en décembre 2015 à Paris, c'était la grande victoire après plusieurs COP qui ont connu, je dirais, des échecs. Donc la COP 21, c'était vraiment historique parce qu'il y avait le protocole de Paris, le Paris Agreement. Et là, je me rappelle, on a pris une photo, d'ailleurs, c'était une journée pour les villes et les territoires. 1000 maires qui étaient là. Moi, j'étais parmi eux. Et c'était vraiment, nous étions très ambitieux. Et nous avions dit que les villes et les territoires doivent être au centre, bien sûr, de cette dynamique climat. Parce que plus de 50% de la population mondiale, elle vit dans les villes. Et parce que aussi, plus de 2/3 de l'énergie consommée, elle est consommée dans les villes. Il y a plusieurs études qui montrent que les villes et les territoires ils sont au centre de tout ça. Est-ce que lorsqu'il y a les désastres, des inondations, des glissements de terrain, moi, au niveau de ma ville, à Chefchaouen, au Maroc, il y a 2 ans, nous avons eu des glissements de terrain à cause d'une pluviométrie anormale. C'est les gens qui viennent chez nous à la mairie. Donc c'est l'institution la plus proche des citoyens, donc c'est les villes et c'est les territoires. Donc on doit être aussi dans cet écosystème, comme les autres acteurs non étatiques et que chacun, bien sûr, le secteur privé, les ONG, etc., chacun a son rôle à jouer. Mais on parle maintenant de l'implémentation, parce qu'il y a l'accord de Paris, cette grande victoire, mais on arrive à l'implémentation 3 ans après. On est en 2018 quand même. 3 ans après, et le rapport du GIEC, du IPCC, le dernier, 1.5, il nous a très bien montré qu'il faut faire des efforts, beaucoup d'efforts, plus d'efforts que nous avions imaginés, et des indices plus ambitieux. Et qu'il faut aussi que les États qui n'ont pas encore tranché par rapport à leur indice, il faut qu'ils le fassent. Et nous avons vu aussi des cas, les États-Unis, le Brésil aujourd'hui, où les États ils se désengagent. Mais les maires des villes et les acteurs non étatiques, ils sont là. Ils sont là. Donc, il y avait un instrument, c'est le Global Covenant of Mayors for Climate and Energy. Donc, c'est structurant, c'est 40% qui a été opté, bien sûr, avec une souplesse de réduction des émissions des gaz à effet de serre, avec des plans d'action clairs, etc. Mais en Afrique, je crois que maintenant, et vu que les villes et les territoires, ils vivent déjà les impacts de ce changement climatique, comme d'autres zones dans le monde. Mais en Afrique, des études ont montré que déjà la sécheresse a beaucoup d'impact. Les villes, il faut bien sûr qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient aussi dans les instances qui font partie de l'écosystème climat. Mais pour qu'ils soient là, il faudrait bien sûr des structures. Il faut faciliter le renforcement de capacités. Tout d'abord, des élus, des fonctionnaires
et bien sûr de tout l'environnement, les ONG, les sociétés, au niveau local, au niveau territorial, et aussi donner des outils très pratiques à cette finance climat. Parce qu'on a beaucoup entendu l'argent il existe, le fonds vert, les fonds ils sont là, il suffit de présenter des idées, parfois il suffit de présenter des plans, et on prépare des plans, il faut présenter des projets. Lorsqu'on présente des projets, il faut non, c'est pas comme ça. Donc, c'est pas destiné aux collectivités territoriales, c'est destiné aux États. Donc, donc cet accès aux finances climat, il doit être très clair, il doit être facile et souple, parce que les maires et les présidents des conseils provinciaux, régionaux, donc les présidents des collectivités territoriales, ils n'ont pas que ça. Ils ont aussi leur quotidien, ils reçoivent les citoyens, ils sont vraiment des pères de famille. Lorsqu'il y a quelqu'un malade, il vient voir monsieur le maire, et lorsqu'il y a quelqu'un qui a un problème social, il vient le maire. Donc il faut leur faciliter la vie vis-à-vis de cet aspect climat. Et je crois que maintenant, avec 2020, c'est le fonds vert qui démarre, et 2023, c'est la révision des NDC. Je crois qu'on est maintenant au même temps que les collectivités territoriales s'organisent et travaillent, et notamment en Afrique. C'est pour cela, au sein de CGLU Afrique, qu'il a été décidé de créer une task force climat au niveau de l'Afrique. Et là, ce n'est pas pour avoir la compétition, la concurrence avec d'autres acteurs ou d'autres institutions, mais pour fédérer les énergies, pour fédérer les efforts, pour qu'on converge, pour qu'on travaille ensemble, qu'on ait une seule voix, mais une voix qui est forte et haute, qui est entendue au niveau international et entendue par les gouvernements nationaux. Et là, qu'on travaille avec des programmes pratiques et concrets, parce que dans les villes, il y a l'énergie, on parle de l'éclairage public, on parle de transport urbain, on parle de déchets solides, de valorisation de déchets solides. Donc, vraiment des sujets du ressort des collectivités territoriales. Et l'accès aux finances, il est important. Donc, je termine. Je crois que cette task force, et M. Nbou, il va donner beaucoup plus de détails par rapport à la task force climat Afrique, qui vient maintenant de pas voir le jour, mais c'est un bébé, mais qui a beaucoup d'ambition et c'est structurant. On a vu le Climate Day à Marrakech, on a vu la déclaration climat de Marrakech lors d'Africité. Donc il y a du travail, mais il y a aussi du lobbying, du renforcement de capacité, de l'accès aux finances et donner la vraie place aux villes, aux territoires dans cet écosystème climat au niveau de l'Afrique. Je vous remercie. Thank you very much. A summary for those who are not fluent in French. You are not. So this is what the mayor said. The mayor Sheshawan said that it is just time that subnational and local government take their rightful place in the climate ecosystem. He reminded people that in COP21 in Paris, 1,000 mayors declare their willingness to participate in this effort. And they also say that they want to raise the ambition so that we don't go further than 2 degrees and even we sail to 1.5 degrees. And they say that Africa, we want to take our due place in this, and we want that mayors are part of the decision-making of this climate ecosystem. He mentioned the difficulty to access climate finance from this local and subnational government, and he said that there is need taking advantage of the revision of the procedures here and of the revision of the GCF and also the revision of the NDCs to try and ease the procedures of accessing finance. And it finally
say that this is why in Africa we organize this climate task force to synergize efforts of all those who intervene in this ecosystem. And he said that Mr. Mbu will give more ample information on that, but that, of course, confirmed just what I said, that it's time for local government to get involved. Merci Jean-Pierre. Thank you Jean-Pierre for the sum up. And now I give the floor to Mr. Mohamed Bou, which is a special advisor, especially focusing on the climate task force of UCLGA. Mohamed. I will speak in French also. Also, I have the duty to also translate. My goodness. Non, je pense que Thomas, il a fini par dire que le temps est pour l'implémentation et pour l'action. Et le processus de mise en œuvre de l'accord de Paris, il a beaucoup plus... la trajectoire de mise en œuvre de l'accord de Paris, il a été beaucoup plus orienté vers le niveau central que le niveau local. Et l'alerte, comme ça a été dit, de l'IPCC, elle était criard. L'alerte, donc, il a démontré que si nous avançons avec cette fréquence-là, avec cette mobilisation, on ne va pas atteindre l'accord de Paris. Donc il était important à ce qu'on puisse repenser notre dispositif de mise en œuvre de l'accord de Paris et de positionner les gouvernements locaux au cœur de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Rappelez-vous l'expérience de protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, il a été fait pour enclencher une dynamique en matière de la transformation économique des pays. Et le résultat, il était très simple. C'est au niveau de l'Afrique, le flux financier qui a été acté, il était de 3%, alors que tout le flux financier, il a été beaucoup plus dirigé vers le côté de l'Asie, le Brésil. Le constat, pourquoi ? C'est qu'au niveau de l'Afrique, on n'a pas impliqué d'une manière concrète le niveau local et on n'a pas également préparé les différents acteurs pour mieux implémenter ce protocole. Maintenant, avec l'accord de Paris, on n'a pas le droit de rater le train de l'accord de Paris. Donc c'est pour cela qu'il est extrêmement important à ce qu'on puisse établir une véritable stratégie pour que tous les acteurs qui peuvent donner un plus pour la mise en œuvre de l'accord puissent être embarqués. Et ce qu'a dit Sfiani, donc la task force, ce n'est pas une task force pour une task force, c'est beaucoup plus une task force pour mettre de la synergie et en même temps mettre une certaine cohérence en matière de l'action au niveau local. L'objectif de cette task force, elle est très simple. C'est comment transformer le partenariat de Marrakech. Le partenariat de Marrakech, c'est un partenariat qui vise à impliquer les acteurs non étatiques et en particulier les gouvernements locaux. On a un véritable partenariat entre le niveau local et le niveau central. Donc c'est ça la task force. Et sur le terrain, il y a beaucoup d'acteurs qui opèrent. Notamment, nous avons ICLEI, nous avons Climate Change, nous avons GICOM, nous avons un certain nombre d'acteurs qui ont développé des outils pour justement renforcer les capacités des gouvernements locaux. Donc il était extrêmement important à ce que cette task force puisse structurer davantage tous ces outils-là et adapter ces outils aux besoins des gouvernements locaux. Donc il y a 8 objectifs, il y a 8 axes sous forme d'objectifs qui ont été mis en place. C'est beaucoup plus... un axe le plus important, c'est adapter les méthodes et les outils qui ont été développés aux besoins des gouvernements locaux. Et le deuxième axe qui, à mon avis, qui est également important, c'est de mettre en place un véritable programme en matière de renforcement de capacité. Donc c'est pour cela la task force, il a adopté, il est en cours d'adoption plutôt, d'un programme Readiness. C'est un programme qui prépare les gouvernements locaux à intégrer le processus de l'implémentation des indices.
Ce programme, il est articulé autour de 6 axes. Le premier axe, c'est préparer le cadre opérationnel au niveau local, le cadre local pour qu'on puisse implémenter l'accord de Paris. Le deuxième, c'est le renforcement de capacité. Lorsqu'on parle de renforcement de capacité, on voulait un petit peu faire le renforcement de capacité différemment. Parce que dans le passé, c'était beaucoup plus un ensemble d'acteurs. On fait une photo à la fin et on part. On voulait cibler les véritables acteurs qui opèrent dans l'implémentation des indices. Donc c'est pour cela qu'il y aura un travail important pour le mapping des acteurs clés qui opèrent dans le domaine de l'implémentation des indices pour qu'ils puissent bénéficier de cette formation. Le troisième axe, c'est l'accès au financement. Et dans l'accès au financement, on voulait mettre en place un guichet unique pour les gouvernements locaux parce qu'ils sont perdus dans cette panoplie d'instruments en matière d'accès au financement. Donc on voulait, à travers une analyse exhaustive de l'ensemble des instruments et des outils qui existent actuellement, mettre en place un guichet unique au profit des gouvernements locaux. Deuxième, l'axe important également, c'est d'appuyer également les gouvernements locaux à mieux structurer leurs projets. Et le cinquième axe, c'est la coopération décentralisée. Et comme ça a été dit, et ça a été redit à plusieurs reprises, je crois que les changements climatiques, l'un des moteurs clés des changements climatiques, c'est la coopération internationale. Et dans le cadre de cette coopération internationale, on va mettre en place un programme qui structure la coopération décentralisée entre les différentes régions. Et le dernier axe, c'est justement établir cette task force qui est censée de donner une dynamique et d'encadrer les activités des gouvernements locaux en matière de climat. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed. Jean-Pierre, do you want to make a summary or I'll do it? Whatever. You do it? Okay. Well, it says the time for implementation is now, that all the procedures have been defined for the national government, and it's time to get this procedure adapted for the involvement of subnational and local government. It said that what we need to do is to shy away from the experience of the Kyoto Protocol, where we saw a clean development mechanism only having an impact of 3% in Africa, because the reason being that the African actors were not, all of them were not included in the process, and that we don't want to miss this opportunity for the Paris Agreement. So he said that partnership is of essence if we want to improve on the way Africa will tap into the resources that exist on the Paris Agreement. And this is why we put in place this task force. And the task force has defined a readiness program with key objectives. I don't want to go into the detail of these objectives, but what you should be the key objective is to, first of all, map what exists, who is doing what, support access to finance, and in that regard, he said maybe we need to have a one-stop shop for accessing finance for local government, to structure projects that can be eligible to this financing, climate finance, to enhance international cooperation, in particular decentralized South-South cooperation, and to support, of course, the task force so that it is able to implement all this readiness program. I think I've summarized it. So I will ask all of you to make some statements. It was a deal, so 4 to 5 minutes to open the debates, and hopefully we'll have times to exchange. So the first one will be Ronan Dantec, so from Climate Change, and it's also a French senator. Thank you. I like when we
speak both French and English because I think a lot of people understand French and English, but we speak better in our language. And I continue in French. Rapidement, Stéphane, tu me diras quand j'aurai dépassé mes 4-5 minutes. Moi, je voudrais vraiment souligner tout l'intérêt, toute l'importance de cette initiative portée par CGLU Afrique, parce que je crois qu'un certain nombre d'acteurs africains ou internationaux interviennent aujourd'hui sur les questions climatiques en Afrique et qu'il est absolument essentiel qu'il y ait une coordination de ces acteurs qui portent l'enjeu absolu d'une approche territoriale. Et il est absolument essentiel que cette coordination se fasse par une autorité politique, quand on parle d'autorité locale. Et CGLU Afrique est bien une autorité politique qui rassemble des maires. Et donc, c'est vraiment le lieu de coordination absolument nécessaire. Donc, nous, on est évidemment très heureux avec Climate Change de participer à cette task force. Qu'est-ce qu'on apporte, nous, dans la corbeille de cette dynamique? C'est que Climate Change, par rapport aux autres associations internationales sur le champ climatique, est une association qui essaye de rassembler tous les acteurs non étatiques, pas seulement les collectivités territoriales, même si historiquement on en vient aussi, puisque moi je suis encore pour quelques mois le porte-parole climat de CGLU, mais aussi avoir des lieux où on travaille, où on crée des dynamiques avec les acteurs du secteur économique, de la société civile, les chercheurs, qui sont aussi un acteur extrêmement important aujourd'hui, pour justement aller plus loin dans la création d'actions par le rassemblement de ces acteurs. C'est ce que nous avons fait à l'échelle mondiale avec nos premiers sommets, et c'est ce que nous faisons aussi spécifiquement en Afrique, et d'abord parce qu'on a été nous-mêmes surpris par la mobilisation en Afrique. Nous avons organisé un sommet Climate Change mondial à Agadir. C'est le plus grand sommet qu'on ait jamais organisé. Il y avait quand même 5000 personnes. Ça devient une organisation assez lourde. Et on a pu vraiment ressentir à ce moment-là la mobilisation de l'ensemble de ces acteurs non étatiques et notamment aussi leurs besoins d'information. Ça, c'était très très clair dans le sommet. On a beaucoup d'acteurs qui veulent agir, qui ont besoin d'information. Donc la dynamique Climate Change, il me reste déjà plus qu'une minute, malheur. C'est aussi de créer ces cadres avec un sommet annuel qui permet aux acteurs d'échanger. Donc le prochain sommet Climate Change, en lien évidemment avec la Task Force, j'espère qu'on y organisera une réunion, aura lieu à Accra, au Ghana, à la mi-octobre de l'année prochaine, mais aussi des coalitions thématiques animées par Romain Crouzet et Leïla Yassine, l'équipe Climate Change qui est là. Donc si vous êtes intéressé pour rejoindre ces coalitions thématiques, on essaye de rassembler tous les acteurs. Derrière, ça veut dire qu'effectivement, de nouveaux projets doivent émerger et que nous devons aussi aller plus loin dans le porter à connaissance. Ça me semble absolument essentiel. Et ça, l'Observatoire Climate Change est là pour ça, avec un focus sur l'Afrique. Voilà. Alors, I will not sum up because we don't have time, but by the way, he was just explaining how Climate Change initiative can support both on political sides and as well as project base and as federating all stakeholders. So I will give the floor to the mayor of Tsevi, Mr. Loglo, if you can take some words. You want to speak in French or in English? Français, pardon. Nous commençons par Tchévier, c'est ça. Merci beaucoup. Je suis Bruno Loglo, le maire de Tchévier, au Togo. Et le Togo, que vous connaissez déjà, mais je vais encore parler un peu de mon pays. Mon pays est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et Tchévier est la ville la plus proche de sa capitale, Lomé. On nous demande de parler des actions mises en œuvre par la commune de Tchévier dans le cadre de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne par le programme de promotion de l'énergie pour le développement. Et ce projet qui, depuis la COP 21 à Paris, a fait ses premiers pas. Et tout à l'heure, nous devancions parler de la réunion des 1000 maires à Paris. La ville de Tchévier était fortement représentée. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons ce projet qui, dans un premier temps, va faire 3 ans. Nous l'avons lancé le 26 janvier 2017.
Et la convention même a été signée à la délégation de l'Union européenne à Lomé le 19 décembre 2016. Qu'est-ce que nous avons pu faire par ce projet à ce jour? Nous avons eu à installer les lampadaires solaires dans la commune de Tchévié et dans les cantons environnants. Et nous avons aussi installé des kits solaires communautaires dans les centres de santé et dans les écoles. Dans les centres de santé, tout juste pour venir en aide aux produits de première nécessité. Et aussi dans les écoles, tout juste pour mettre fin à ces vols répétés à des endroits de la ville. Et nous avons eu à installer des kits solaires individuels dans les ménages vulnérables. Et nous distribuons 8200 foyers améliorés dans la commune de Tchévié et dans les cantons environnants. Et nous lançons une grande campagne de distribution à partir du premier mois de l'année 2019. Nous achetons deux bus pour le transport en commun, Tchévié, la capitale, et Tchévié. Et dans les deux bus, je vous informe déjà que nous mettons un bus à la disposition des étudiants, Tchévié étant à une trentaine de kilomètres de Lomé. Nos progénitures après le bac n'arrivent pas à atteindre l'université de Lomé faute de moyens. Nous sommes des paysans et le loyer à Lomé devient très cher. Que faut-il faire? Ce projet a pensé à ces étudiants parce qu'ils sont la relève de demain. Nous mettons un bus à leur disposition, tout juste pour les soulager. Et nous élaborons le plan d'action énergie-climat. Et nous avons fait recours à l'université de Lomé qui a envoyé des professeurs tout juste pour nous aider à avoir ce plan. Et je voudrais aussi dire que au Togo, la ville de Tchévié serait la première ville à être dotée d'un plan climat. Nous entreprenons une grande campagne de sensibilisation pour faire connaître, pour la visibilité de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Toutes ces activités... Il faut conclure. Donc, les raisons qui nous ont motivés, à adhérer à comme ça, nous nous sommes aperçus que comme ça est devenu une opportunité pour notre chère ville. Aujourd'hui, nous bénéficions d'énergie solaire et c'est bon. La fois passée, au 8e sommet Africité à Marrakech, nous sommes reconnus et ambassadeurs comme ça. Ambassadeurs comme ça, pourquoi? C'est tout juste pour prôner comme ça et faire voir comme ça au Togo, en Afrique et partout dans le monde. Merci pour votre aimable attention. Thank you for this, let's say, presentation of the government of mayors apply in the city, in African cities with some action. And so I will give the floor to Mr. Afonso from the city of Praia, also, which we're going to speak about the government of mayor. Good afternoon. I would like to speak in Portuguese, but I can't. Yeah. That's why I prepared something I have in English, yes. I will talk in English, I will speak in English, and I prepared some tests to show our initiative and the spiral initiative to improve implementation of climate change and energy in Praia City. We joined this initiative or project CON SSA, and for us it's very important as we commit ourselves to develop and promote initiatives and policies that promote the mitigation of the effects of climate change at local, national, and regional level. Therefore, we reiterate
our commitment and strong purpose in contributing to the development and the implementation of this project, which was signed after signing the Covenant of Mayors in Paris. Once again, we declare that this initiative is of paramount importance for the city of Praia, not only because it will allow action to be implemented in favor of the climate and a healthy environment, and it will also allow the knowledge and exchange of experience between the cities that integrate this project with a different approach and the realities in these sectors. Together and embracing this cause, we will fight against pollution and environmental degradation. Therefore, the promotion of clean and sustainable energy and one of objectives achieved through micro projects and others that the city benefits through central governmental policies. As a direct and indirect contribution to this initiative, in partnership with the central government, several initiatives have been developed and are underway and can also contribute to the Covenant of Mayors, namely construction of solar energy park and its injection in the conventional energy supply, since Cape Verde has sun all years around. Construction of wind energy park, construction of landfill of the Santiago Island located in the city of Praia, ongoing construction of eco-point, construction of the city's drainage system implemented and underway in the different neighborhoods of informal and more vulnerable settlement. And the other initiative we have, among other initiatives, but we don't have a time. And lastly, we know that financial resources are not abundant and scarce, but we must never stop, and we must do even with what little we have, contributing to promoting initiatives in favor of climate and a sustainable environment, and also promoting clean and sustainable energy. Thank you. Thank you for this testimony. So it's very important. So I'm more than happy to give the floor to Mrs. Ekström. I hope I don't make a mistake, member of the European Parliament. Thank you so much for inviting me to this panel, and thank you for sharing your very interesting projects. I think I'm here maybe because I was the rapporteur for the first report ever in the European system on climate justice, and to a small extent on climate-induced migration and the gender perspective of that. Of course, when we talk about climate-induced migration, we know that women and children are usually the ones who are most badly hit by climate changes, because they tend to be discriminated against, because they tend to live in a vulnerable situation already in many societies. And when they migrate in the near neighborhood. So it's going to be a clear challenge for city mayors in the near future, if it's not already a challenge for you today, to handle the consequences of climate-induced migration. And what we've been trying to do in the European Parliament with the report that we did is, of course, to gather the testimonies of climate refugees, because of course people don't call themselves climate refugees, but it's very obvious when they tell you your stories that this is because of climate-induced changes. And women faces specific challenges when they are in when they are in migration. They are very susceptible to violence. They are vulnerable to sexual exploitation and human trafficking. And all of this is, of course,
increasing today. And that's why my perspective here today is really to urge you to take into account the gender perspective when you talk about sustainable development in your cities. So there is no real green transition without acknowledging the fact that we need an equal transition and a just transition. This is supposed to be about good examples, I know that. I'm one of the few members of European Parliament who is actually interested and working actively on adaptation policies. Because usually politicians engaged in climate change, they tend to focus on mitigation. That's for sure where you have the bang for the buck, where you have the big interest, where there's money to make and all of these things, technological advances and so on. But what we tend to forget is, of course, the extremely important, which I know that you fully support and also feel very, very concretely in your countries and in your constituencies, on all of the challenges with loss and damage and climate financing, of course, which is very, very obvious at this very COP24 meeting, where I think attention is a bit spurred towards talking about IPCC wording, whereas we should be talking about loss and damage and financing and all of these things. I've seen some really good examples. I'm a vice chair of the Fisheries Committee in the European Parliament. I see what women's cooperative can do on the local level. I see with very, very little financing, you support those very, very strong change makers on a local level, which is women, African women. We know that they carry the world on their shoulders, basically. So they just need financing and a structure to change their societies completely. So that's also something that I'm urging everyone here, that we could work together in the European level, on the African continent, of course, really to step up work on enhancing women's rights and women's organizing. I think we can do a lot of things there. Finally, just some final words, investments. We know that the money is now tending towards renewables. And there's a lot of people who want to invest in the African continent. I believe that you can feel that the urge for projects as well. So once again, don't forget that if you have sustainable projects where women are leading these projects, this is a very nice thing for investors also to invest in. I think all this thing with merging gender equality with a kind of a green agenda is very, let's say, attractive to investors. Thank you. Thank you for your intervention, and to write also the link with adaptation, both with mitigation, and we need also to make bridge and to have co-benefit on this issue at the city level. So now I give the floor to Mame Boussou, so you can also introduce the perspective from Enda, the perspective of the civil society is going to this task force also, thinking about cities. Bon, je vais parler en français. Je défends la langue française en France. Merci pour me permettre quand même de donner quelques éléments par rapport à cette task force que je salue, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui ont montré qu'on a besoin d'aller ensemble, on a besoin de faire des synergies, mais aussi de mutualiser les choses. Je pense que Climate Change l'a montré depuis 2015, la Convention des maires l'a montré par cet espace et cette interface qu'on est en train de mettre à la disposition des élus. Et je pense que c'est ça aussi que les organisations de la société civile sont appelées à faire aujourd'hui. On a beaucoup d'organisations de la société civile, surtout sur cette question qui nous réunit aujourd'hui, qui ont longtemps travaillé sur les questions de changement climatique et autres. Et il n'est plus à démontrer qu'on est
importants qu'il faut, quel que soit l'acteur, les territoires, le niveau national, il faut les impliquer. Et nous, dans la Convention des maires, après avoir plaidé depuis le lancement de l'implication, le lancement de la Convention, après avoir travaillé beaucoup avec nos villes pilotes, dont Thiévier, pour qu'ils puissent impliquer ces organisations de la société civile, je peux dire qu'aujourd'hui, dans chaque ville Convention des maires, on a plus d'une dizaine d'organisations qu'on a cherché à mettre ensemble et à mettre à la disposition des communes. Notre perspective aujourd'hui, c'est de démontrer que ces organisations peuvent devenir des organismes d'appui de ces collectivités. Je disais à une amie ce matin, depuis que je suis arrivée ici, chaque fois quand j'entends un maire africain ou un acteur africain parler, la première chose, c'est on a besoin d'argent. Mais moi, je dis, on a besoin de compétences techniques. On a besoin de ressources humaines qui peuvent aller mobiliser cet argent. Parce que l'argent peut être là. Même les États peinent à le mobiliser. Donc, si les villes, l'argent peut être à côté, mais si on n'a pas les compétences techniques pour le faire, ça peut être difficile. C'est pourquoi nous, dans la Convention des maires, on va organiser 2 workshops, 2 ateliers, en février et en mai, et des ateliers où il s'agira surtout de renforcer ces organisations de la Convention des maires en outils. Il ne s'agira pas d'ateliers juste de présenter, mais on va mettre à leur disposition des outils, climat, énergie, mais surtout d'évaluation. Parce qu'on veut, nous, ce qu'on est en train de faire au niveau des villes, puisse être suivi, mais aussi évalué dans la mise en œuvre. Et on pense que les organisations de la société civile pourront devenir ces relais. Et donc, notre perspective, c'est ça, les renforcer en capacité, mais aussi créer une dynamique d'ensemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes, mais en tout cas, nous allons chercher à ce que ces organisations puissent se fédérer autour d'une plateforme ou autour d'une coalition pour devenir les organisations d'appui à la Convention des maires et pas de façon isolée. Nous verrons comment aussi, parce que je pense que le dernier Climate Chance, et je les remercie, il y a beaucoup de nos organisations qui ont été invitées par Climate Chance parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, il ne faut pas agir de façon isolée. Nous chercherons aussi au niveau international à voir comment aussi intégrer avec ces organisations des dynamiques internationales qui nous permettront d'avancer ensemble. Donc voilà, Stéphane, nos perspectives. Alors, merci beaucoup. Bien évidemment, il ne s'agit pas de commenter, mais on voit bien le multi-acteur et la nécessité à l'échelon local de se mobiliser autour de ces grands programmes, finalement, de la dynamique urbaine qu'on espère tous positive. Et donc, merci beaucoup pour cette contribution et puis ces projets sur le terrain aussi qui sont assez remarquables. William, I don't remember if you speak French or English, but whatever, William. Ageman Bonsou, thank you so much to be there because you are from the UNFCCC Secretariat also and the technical support, so thank you so much. And the floor is yours and after you will open the debate. Thank you very much, Stephanie. Yeah, just to make a couple of points. First, I want to just say that certainly cities and I'll say local governments have generally an important role to play in addressing climate change. Because most of the emissions that countries are accounting for happen where people live. It's not because of cities, but because people live there. And people cause the emissions, and the emissions is what we try to account for. Those that are anthropogenic, human-induced emissions that is affecting the climate system that we need to account for. And it's no wonder cities sort of become a very important area to look at how we can address emissions and therefore address climate change issues there. So that said, I think what that means is that then it offers a lot of opportunities for cities to participate in the discourse of climate change, but also in the implementation of the actions that are happening within or in the context of climate change. Let me say again that a lot of these actions that cities will take would also mean that cities will be doing that, I would say, especially in Africa, not because of climate change, but cities will be doing these actions because of development. And I think that is one important thing that we need to actually emphasize. Is for development's sake, that a lot of these actions should be undertaken. Either it's mitigation or adaptation. It's for development. And then, as a consequence of that, taking those actions, we benefit
in terms of climate change, emission reductions that will cause climate change. So it's very, very important we address those things when we are discussing what cities can be doing and the role we expect from cities. Talking about the two aspects of climate action in terms of mitigation and adaptation, and I will focus very much on mitigation. Unfortunately, that is the point that Ekstrom was saying. We always would talk about mitigation. That's the area I work, so I'll focus on that and illustrate a number of things. But also raise important challenges that I see cities facing. And it's got to do with capacity, in terms of how they will even be engaged in this process, trying to look at translating the policy that has been formulated, both at international level, but also at local level or national level, into local level for implementation. It's a challenge because the capacities are not there at local level to do those type of things. And I've tried that myself in some cities in Africa. Certainly, cities are not very much endowed with finance. They don't have that capacity also even to mobilize financial resources as it happens even at the national level. And certainly technology transfer or technologies to be applied at the city level is also a challenge. But then that said, I think the options that are there, which cities certainly can play a role in addressing climate change, mitigation actions in particular, lies mainly, I would say primarily, in waste management, because that is what cities are responsible for. You know, and that presents a great opportunity for cities' engagement in trying to see how can we effectively manage waste so that it becomes a beneficial material, not described as waste, but becomes a beneficial material at the city level. So waste sector is an area that cities can be engaged very prominently. Buildings, or the building sector is an area where cities can play a major role in trying to address climate change and therefore undertake, I would say, a lot of projects or programs that will allow us to meet the 1.5 or 2 degrees goal that we're setting up. Transport, obviously, yes, very, very important component where cities can be engaged, and it involves infrastructure development, but also looking at the other modal shifts and other systems that the cities can put in place. Non-motorized transport is a good example. Industrial processes, yes, because most of the industries are, again, in urban areas, but this can be driven by private sector, not necessarily the city authorities, but cities can provide incentives for that to happen. One of the other areas that cities can directly engage is also forestry. And forestry greening of the city is what the mayors can do. And I expect that the mayors can initiate those type of projects or programs at the city level to make our cities breathable. You get to the city and you can easily breathe because the air is good, the quality is good. And forestry and afforestation is one thing that cities can also contribute to. But I think what is very important is that for me, as an African and as a Ghanaian, I would want to see transformation. It's not just doing projects because we want to do projects. If I were a mayor and you come to me, you want to improve Kustof, I'll tell you, take your project away, go do somewhere. That's not what I need. I need projects that will transform the city. And therefore, the cities and the mayors must be ambitious. You know, design projects that are very ambitious and transformational in nature that would have impact. You know, I think it's very critical. We need to run out of time. So. The time is gone. Sorry for that. But let me end and just give you an example of a project we're trying to do in Ghana, in Benin, also in Nigeria, where we describe them as hydrogen economy project. Very future-related technology, but very ambitious project. And it's got to do with biomass gasification of waste. You know, so we're using the waste to generate or gasify that and get hydrogen, which becomes the energy carrier for transport or for energy generation. And these are some of the things that I could talk more, but I think for the time's sake, I will just end it there. Thank you very much, Stephen. I am so sorry for that, but thank you so much, William. Because we are running out of time, I think it's necessary that Jean-Pierre, you will be the only ones to sum up the session, because I think even if I can do it, it's inappropriate. If you can just give a sum up the call to actions about the climate task force, because I think this is clearly appropriate. If you want to take this one, like that?
it is more easy for everybody. Because the climate task force is a unique momentum, and I think Jean-Pierre can sum up and to give the inspiration, the necessary ones. Thank you, Jean-Pierre. I don't know if I'm able to. You will do, you will do. Apparently, I'm destroying the mic. Is it working? Yeah. So thank you for being here. And as you see, on the ground, a lot is happening already. So when we say taking action for the mitigation or adaptation, we are not reinventing anything. We are just trying to synergize and trying to get a better focus on what we are doing in terms of climate action. So my first contribution will be that embarking local government into climate action is an obvious, let's say, endeavor. They are doing it anyway. The issue is that the local scene, the local level, the territorial level, is the level where you can have impact on what is being done in terms of the climate agenda. You can have consequences of what is not done to address climate change, and you can have uprising in case you don't act for the benefit or expectation of the people. And this is why we said the local level is a strategic level of verification of the climate action. And this is why we are saying it is very critical that everything is done at this point in time to get not only a multi-level approach to the governance of climate action, but multi-stakeholder approach as well, so that we bring the climate agenda at the level of everybody. This is my first message. My second message is that we need money. We cannot do this without money. But we don't need that big money. I attended a meeting with people saying that in Ethiopia, there were a lot of initiative by the indigenous population that are bringing a lot of difference. But all the Jeff money, yeah, we are going. All the Jeff money comes in a very large chunk that cannot filter down to these customary people. It is very critical that we also revise the procedure in order that the money filter down to the people, and that we have more and more people feeling that the international community is supporting them in their effort. This is the second message. The third one is thank you very much. Thank you so much, and sorry for the new one.